J'ai souvent essayé de trouver une image qui collait le mieux possible à ce que je ressentais dans mon travail. C'était par rapport au monde, un écrivain, c'est comme quelqu'un qui prend les boutons d'une radio comme ça, qui cherche la bonne fréquence de la station qu'il a envie d'écouter. Et si vous êtes un petit peu avant, ça ne marche pas bien, un peu après non plus, donc il faut tomber sur la bonne chose. Et ça veut dire c'est un travail qui est un travail de chaque phrase et même de chaque mot, c'est pas un travail de paragraphe, c'est donc... Et d'où le problème, et c'est pour ça que je suis venu aussi écouter et voir ce qui se passait dans ce genre de réunion. Comment nous, les écrivains, on peut à un moment faire confiance à des gens qui sont là pour traduire ce que vous avez déjà lu, vous, tellement de mal à traduire. C'est-à-dire qu'on a fait un débat ensemble à New York, et une des premières choses qu'avait dit Philippe, c'était que finalement l'histoire n'importe pas beaucoup quand on écrit. Et je m'étais dit, ah chouette, exactement, je pense exactement la même chose. Et en fait, après, il s'était immédiatement fait attaquer par la salle, surtout aux États-Unis, quoi, l'histoire n'a pas d'importance, qu'est-ce que vous faites? Bon. Et il y avait une sorte de réaction assez virulente. Et moi, avec beaucoup de lâcheté, j'étais resté dans mon coin, je n'avais pas trop répondu. Mais au contraire, moi, je me trouve presque, si j'ose le dire, en effet, pour moi, l'histoire n'a pas du tout d'importance. Donc c'est vrai que je rejoignais complètement de ce point de vue-là. Et quand je dis que l'histoire n'a pas beaucoup d'importance, il n'est pas du tout exclu d'utiliser des éléments romanesques, des éléments d'histoire. Mais qu'en effet, c'est pas ça du tout l'enjeu d'un livre. L'enjeu d'un livre, c'est sans doute beaucoup plus lié à ce qu'on attend de la poésie, c'est-à-dire des éléments de rythme, de mélodie. Aussi, je crois, ce qu'on doit attendre d'un livre, c'est quelque chose qui ressort de l'énergie. Enfin, pour moi, finalement, dans mes derniers livres, ce que j'ai le plus recherché, c'est quelque chose que j'appelle l'énergie romanesque, donc quelque chose qui serait purement romanesque, justement indépendamment de l'histoire. Donc, évidemment, je crois que de ce point de vue-là, on se rejoint. Non, mais ce qui est même assez drôle, c'est que ce matin, je te disais que j'avais lu la moitié d'un de tes romans que je n'avais pas lu, Fuir, et je te disais, mais attends, la moitié du roman, je peux la résumer en 3 lignes. Donc, l'histoire, visiblement, toi, tu la mets vraiment au second plan. Moi, j'ai l'impression que les histoires sont plus des histoires, mais à la fois aussi parce que ça a tellement peu d'importance que je trouve qu'on peut se permettre de raconter des histoires. Et c'est pour ça que souvent j'emploie ce genre un petit peu particulier du roman policier, même je pourrais faire la même chose avec de la science-fiction et des choses comme ça. Puisque ça n'a pas d'importance, pourquoi s'en priver? Amusons-nous un peu, puisque l'important est ailleurs. Moi, il me semble qu'on se rejoint avec Philippe sur l'enjeu. C'est vrai qu'il a résumé la position face à l'histoire, où lui n'a pas peur de l'histoire, il peut même y aller franco, il raconte des histoires parce que c'est pas ça l'enjeu. Et moi, je me méfie de l'histoire, donc je peux faire des livres où justement il n'y a pas du tout d'histoire parce que c'est pas ça l'enjeu. Et donc on se rejoint sur l'enjeu. Et l'enjeu finalement, c'est beaucoup plus la forme, c'est beaucoup plus le rythme. Et donc je pense que pour les traducteurs et pour la traduction, ça pose les mêmes problèmes. C'est vrai que lorsque l'enjeu d'un livre c'est simplement un scénario, une histoire bien ficelée, mais où la façon ne compte pas, le traducteur a finalement un défi moindre, et c'est finalement beaucoup plus facile, il suffit qu'il arrive à restituer ce scénario et que tout le monde, les compris, se viennent amuser. En l'occurrence, il me semble que les enjeux sont littéraires et que finalement ça pose des problèmes de traduction où il ne s'agit pas simplement de donner une idée du sens de ce qui a été dit, mais de restituer une forme, un rythme, une personnalité aussi. Et donc ça, finalement, le traducteur a beaucoup plus de mal, et même s'il s'agit de prose, finalement, il n'est pas loin des problèmes que pose la traduction de la poésie. Alors, juste pour revenir, d'autant que beaucoup de grands auteurs aujourd'hui donnent beaucoup plus, enfin, aujourd'hui, même d'anciens, ont donné beaucoup plus d'importance à la sonorité d'un mot plutôt qu'à son sens. Il y a même des gens comme Joyce, on s'aperçoit aujourd'hui que les traductions, elles étaient très... les Français qui avaient traduit Ulysse avaient justement bien payé la langue pour tout. Ils ont fait la même chose avec Dostoïevski, par exemple. Et donc, on s'aperçoit aujourd'hui que même des gens comme Joyce, à un moment, choisissaient le côté ludique et le côté mélodique des mots plutôt que le sens.
Et ça, pour les traducteurs, je suppose que c'est pas insurmontable, mais il y a un travail abominable à faire. Parce que je suis pas de... C'est pour ça que je connais pas bien le problème avec les étrangers, mais avec les anglo-saxons, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de gens qui maîtrisent l'anglais, qu'il y a un grand choix pour les auteurs anglo-saxons et qui ne veulent plus beaucoup d'universitaires pour traduire leurs livres. Ils veulent des écrivains. Moi, j'ai traduit, par exemple, des trucs de Pinter. Je suis 10 fois moins bon qu'un traducteur professionnel. Mais bon, avec des dictionnaires, tout ça, j'arrive à saisir le mot et je restitue quelque chose qui est de l'ordre de... C'est impalpable, ça, comment rendre le son, comment rendre ce truc-là. Donc, c'est ça la difficulté que peuvent... C'est très intéressant ce que tu dis à propos de sonorité et sens. Parce que, évidemment, l'idéal, c'est de rendre et la sonorité et le sens. Mais parfois, il faut choisir. Justement, il y a 2 jours, on avait un cas concret qui était trouver de multiples petits impacts de cendres cerclés de cernes calcinées. Donc, de cendres cerclées de cernes calcinées. Alors, évidemment, en français, on a l'allitération en français. C'est évidemment pas possible, sans doute pas possible, en tchèque, en hongrois, en islandais, en chinois, etc., de le rendre. Et justement, Marianne se demandait s'il fallait privilégier l'allitération, quitte à changer le sens, ou garder le sens et perdre l'allitération. Et je disais, ça dépend des cas. Ce qui est compliqué quand même, c'est parce que nous, on parlait par exemple de Tintin. Tintin, en français, quand vous dites Tintin, ça a une sonorité particulière. Je sais qu'en chinois, Tintin, c'est ding-ding. Est-ce que la sonorité ding-ding, elle évoque quelque chose pour les Chinois? Est-ce que ça a ce même rapport que lorsqu'un Français lit les aventures de Tintin? Je ne sais pas. En tout cas, ça serait intéressant à un moment d'en parler aussi. Mais à mon avis, ce que vous soulignez finalement très bien tous les deux, c'est comment arriver quand on est traducteur. Vous avez une conception, vous avez vos capteurs du monde. Et il faut toute la difficulté pour ces traducteurs-là, d'avoir la même fréquence, d'avoir le même bouton avec lequel dont on va se servir pour régler dans la bonne fréquence. C'est ça, à mon avis, qui est extrêmement important.